Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. Et bien là, on va revenir en France et on va étudier le cas Allan Kardec. Allan Kardec, c'est une personnalité qui est assez intéressante. Ça n'est pas son vrai nom. Mais son vrai nom, je ne l'ai pas noté. C'est un nom très franchouillard en revanche. Donc, ce monsieur, il a beaucoup œuvré pour le spiritisme en général et en particulier en France. Le spiritisme moderne qui a émergé dans les pays anglo-saxons dans les années 1850 et à peu près en même temps en France, il s'inscrit dans des recherches de preuves qui permettraient de suggérer que la personnalité d'un défunt lui survit après sa mort. On enquête avec une rigueur qui se veut scientifique et des méthodes empiriques sur l'existence d'un royaume non physique ou spirituel. Une revendication qui est fondamentale pour beaucoup, sinon pour la plupart des traditions spirituelles. Le mouvement a gagné en ampleur quelques années après l'avènement des Sœurs Fox. Et donc en France, c'est Allan Kardec qui a fait beaucoup pour ça. Ce dernier a déjà 50 ans quand en 1854, le magnétiseur Fortier lui parle de l'étrange phénomène des tables tournantes, dont il a été question dans les journaux français. Les tables ont été déplacées et tournées sans l'intervention de personne. Au début, Kardec croyait que le phénomène pouvait être une action du magnétisme. Quelque temps plus tard, cependant, Fortier a rapporté quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les tables pouvaient aussi parler et répondre aux questions. Ça devient des tables parlantes. C'est ça ? Voilà autre chose maintenant, répondit Kardec. Je le croirai quand je le verrai. Et quand il m'aura été prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir, et qu'elle peut devenir somnambule. D'ici là, je ne verrai tout ça que comme des histoires pour endormir les enfants. Donc Kardec, au début, il est plutôt sceptique, et on est plutôt d'accord avec lui parce que ces histoires de tables tournantes, et d'autant plus de tables qui parlent et qui pensent, là on est plutôt dans la prestidigitation. Ou dans la 4e dimension. Et donc Kardec, en mai 1855, il assiste à un phénomène chez Madame Pleine Maison, et qui fait qu'il va arrêter de douter. Mes idées étaient loin d'être tenues, mais il y avait un fait qui devait avoir une cause. Je prévoyais quelque chose de grave au-delà de l'apparente futilité de ce genre de jeu, qui était fait de ces phénomènes, et aussi la révélation d'une nouvelle loi, que j'ai promis d'étudier plus en avant. À partir de là, il va écrire plusieurs bouquins, de livres de l'esprit, concernant la philosophie de la doctrine, et dans la première édition, paru le 18 avril 1857, le livre des médiums, qui concerne l'aspect expérimental et scientifique, qui lui est paru en janvier 1861, l'Évangile selon le spiritisme, sur la morale et l'éthique, en avril 1864, le ciel et l'enfer ou la justice de Dieu selon le spiritisme, en août 1865, Genèse, miracle et prédictions selon le spiritisme, en janvier 1868, Revue Spirit, journal mensuel d'études psychologiques, qui avait commencé le 1er janvier 1858. Donc un écrivain qui a beaucoup de choses à dire, qui passe son temps à étudier le sujet, à en discuter, à écrire dessus. Et le 1er avril 1858, il fonde la première société spirit régulièrement constituée sous la dénomination de Société parisienne d'études spirites. L'objectif est l'étude de tout ce qui peut contribuer à l'essor de cette science nouvelle. J'ai appliqué à cette science, comme on l'a fait auparavant, la méthode de l'expérimentation. Je n'ai jamais utilisé de théorie préconçue. J'ai soigneusement observé, comparé et déduit les conséquences. À partir des effets, j'ai essayé de trouver les causes par déduction et par suite logique de faits, sans supposer qu'une explication était valide, jusqu'à ce que je puisse résoudre tous les problèmes de la question. Donc c'est ce qu'on disait, vraiment une méthode empirique qui est basée sur l'observation, sur la répétition des cas, jusqu'à en avoir suffisamment de résultats pour tirer des conclusions. Pendant les premières années de l'introduction des phénomènes spirites, ils étaient considérés plus comme un objet de curiosité que de méditation sérieuse. Le livre de l'esprit a fait considérer le sujet sous un aspect totalement différent. Les tables tournantes, qui n'avaient été qu'un prélude, ont été abandonnées, parce qu'au final, c'est pas quelque chose de très convaincant, et les gens ont commencé à accorder une plus grande attention à la doctrine qui embrasse tous les sujets d'intérêt pour l'humanité,
puisque ça va nous interroger sur notre rapport à la vie, à la mort, à l'après, au sens de l'existence. Et on considère que le lancement du livre de l'esprit, qui est le premier livre qu'il ait écrit en 18 avril 1857, a été le fondement du spiritisme tel qu'il a existé dans les milieux parisiens et en France. Jusque-là, c'était une succession d'éléments épars, sans coordination, et dont la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre la portée. À partir de ce moment, la doctrine a attiré l'attention de gens sérieux et a connu un développement rapide. En quelques années, ces idées ont fait de nombreux adeptes dans tous les cercles sociaux du monde. Ce succès sans précédent s'est imposé, sans aucun doute, grâce à la sympathie qu'inspiraient de telles idées, mais c'est aussi en grande partie dû à la clarté avec laquelle ils ont été présentés, ce qui est une des caractéristiques des œuvres d'Allan Kardec. Il a une façon de vulgariser les concepts, d'expliquer ce que c'est pour lui le spiritisme et en quoi c'est réel, qui fait que les gens y ont cru, aussi parce qu'ils ont voulu y croire, mais ça paraissait convaincant. Et ce travail présente une nouvelle approche globale et parle du besoin constant d'enquêter sur le monde qui nous entoure, donc l'aspect scientifique, de donner un sens à nos découvertes, l'aspect philosophique, et de les appliquer à notre vie quotidienne afin de nous améliorer et d'améliorer le monde qui nous entoure, ce qui devrait être le cas de la religion. Cette approche est souvent appelée le triple aspect du spiritisme, la conjonction de la science, de la philosophie et de la religion. C'est une belle doctrine, hein. Il faut y croire en ça. C'est des valeurs qui sont plutôt positives. Oui, mais... Enfin, ce que je comprends pas, ce cher Alan, c'est ça, c'est Alan, hein. Ce Alors, cher il a Alan. choisi ce pseudonyme parce que lors d'une séance, on lui aurait dit qu'un de ses ancêtres était un druide celtique qui portait le nom d'Allan Kardec, et c'est le nom de plume qu'il a adopté à partir de là. Donc déjà, il ne se présente pas sous son vrai nom. Bah, Mais bon, comme beaucoup d'écrivains, tout à fait. Oui, ça me choque pas plus. Ça me choque pas non plus. Mais ce que je comprends pas dans ça, c'est il a fait ça de manière empirique, donc il a rencontré plein de médiums, si je comprends bien, et il a observé plein de cas, et après il a fait des déductions, c'est ça? Il a écrit des livres dans lesquels il expose les rencontres avec des médiums, les observations faites lors de séances, etc. Et après, il mêle quand même le spiritisme avec la justice de Dieu, avec Dieu, hein, si j'ai bien compris l'idée. En tout cas, il fait une corrélation entre le spiritisme et la religion. Je crois qu'il se pose les questions qu'on s'est posées un petit peu plus tôt nous aussi. Ouais. À C'est savoir, ça, si le postulat de la religion, c'est que Dieu a créé un monde dans lequel il y a un paradis après la mort, est-ce que c'est vraiment en opposition avec les croyances du spiritisme ? Donc, quand un peu plus tôt on se posait cette question et qu'on se disait que ça méritait réflexion et recherche, on a maintenant notre réponse, il faudrait qu'on consulte les livres d'Allan Kardec. S'ils sont traduits en français, je veux bien. Dans la mesure où ils ont été écrits en français. Oui. Est-ce que vous avez suivi, monsieur ? Oui, j'ai suivi. C'était une mauvaise blague, c'est pas grave. Ce que je comprends pas, c'est la méthode qu'il a employée. Donc, j'ai du mal à comprendre sa méthode à ce monsieur. À part de l'observation, il a pu rien faire d'autre que observer les médiums. Mais c'est la méthode empirique, c'est l'observation. C'est Oui, ce que font les scientifiques. Lui, il n'a pas pu tester. Voilà, il n'était pas médium. Mais non, mais donc lui, c'était un chercheur. Voilà, donc il n'a que les témoignages et lui, il n'était pas médium. Mais non, pas que les témoignages. Lui aussi, il a été en observation. Il a vu des choses. Ok, oui, il a vu quoi. Il n'a pas pu tester, il n'était pas médium lui-même. Non, il n'était pas médium. D'accord. Mais toi qui es sceptique, parle-nous d'un sceptique célèbre. Un sceptique célèbre, Monsieur Houdini, le fameux magicien. Des sceptiques comme Harry Houdini ont décidé de lever le voile sur ce qu'ils croyaient être des charlatans. Un peu comme moi, je suis un peu sceptique là. Comme Harry Price. Et de révéler leur astuce de salon au public, au grand public. Parce que Harry Houdini, il faisait partie de ces magiciens qui étaient agacés parce qu'il estimait que les médiums leur piquaient leur tour. Et ça n'existait pas. Et se les appropriaient pour faire croire qu'ils avaient des pouvoirs. Et ça le rendait fou, Houdini. Mais juste au cas où les morts pourraient vraiment, réellement communiquer avec les vivants, Houdini a conclu un pacte avec sa femme Beth. S'il mourait, il tenterait de la contacter avec un message codé que seuls eux sauraient. Pas si sceptique finalement. Il n'est pas si sceptique, mais nous verrons que Houdini mort subitement le 31 octobre 1926. Beth
organisait chaque année une séance le jour de l'anniversaire de son décès, jusqu'à après 10 ans de silence, elle abandonne. Donc Houdini n'a jamais communiqué de l'au-delà le message qui s'était communiqué entre eux. Donc Ils ont pas peut-être qu'il y a trouvé- une petite arnaque. Ils alors. n'ont pas trouvé la bonne antenne. Non, Ou le bon, apparemment, oui. non. Eh ben, Ou le bon channel. mais Houdini, c'était le maître de l'évasion, mais il n'a pas su échapper à la tombe. On peut pas échapper à tout, surtout à la mort. Mais il me fait penser à ces mecs qui te disent moi je suis pas croyant, je crois pas en Dieu et tout. Et à un moment quand même, tu sais, ils vont aller faire une petite prière parce que juste au cas où. Si jamais il y a vraiment On un sait jugement jamais. dernier, Hein, sur un malentendu. voilà, Là, j'y c'est une crois ex- pas, mais quand même. Mais là, c'est une expérience. C'est une expérience qui tente. Il se dit, oui, si ça marche, ça marche. Ça veut dire que je me serais trompé. Il aurait pu dire de l'au-delà, il aurait pu dire, je me suis trompé, effectivement, Mais ça marche. il n'a pas trop pris de risques. Il a dit le jour où je meurs, on verra si je communique. Il y a des gens qui sont allés plus loin que lui à ce niveau-là, et tu vas nous parler de l'un d'entre eux. Monsieur Thomas Lynn Bradford. Alors encore de l'anglais, excusez-moi. Dead Spiritualist Silent, special to the New York Times. Je pense que c'est le 8 février 1921 C'est ça, dans un article qui est paru dans le New York Times. et qui s'appelait Dead Spiritualist Silent. Détroit, le 7 février. Bien que plus de 40 heures se soient écoulées depuis que le corps de Thomas L. Bradford, enquêteur psychique et conférencier, a été retrouvé dans la pièce remplie de gaz de la maison où il vivait, aucun message n'est revenu du monde des esprits à Madame Ruth Doran. Naissance 1869, Lansing, Ingham County, Michigan, USA. Décès le 5 février 1921, âgé de 51-52 ans, Detroit Country, Michigan, USA. Sépulture Mount Olivet Cemetery, Détroit, Wayne Country, Michigan, USA. Je ne prononcerai jamais bien l'anglais. Je pense que je suis un cas désespéré, Léo. Tu fais de mieux en mieux. Je n'entends pas la même chose Ne que sois toi. pas dans le dénigrement de ta performance. Il y a des choses qui seront impossibles à faire, même de mon vivant Non. ou de l'au-delà. Rien n'est immuable. J'espère, croisons les doigts. Bradford s'était essayé à plusieurs carrières au cours de sa vie, passé du temps en tant qu'acteur, ingénieur et athlète. Plus tard, dans sa vie, il a découvert un profond intérêt pour le spiritualisme, donnant des conférences sur ses croyances dans la région de Détroit et se présentant même comme médium. Bradford était également veuf. Il ne serait pas exagéré de présumer que la perte de sa femme a renforcé son obsession pour l'au-delà. Il devait aimer beaucoup sa femme, On peut imaginer. cet homme. Bradford avait publié une annonce dans le journal recherchant une personne intéressée par, entre guillemets, la science spiritiste. Une jeune femme nommée Ruth Doran a répondu. J'ai répondu à son annonce par un simple désir d'en savoir plus sur un sujet que je connaissais peu, a-t-elle déclaré plus tard aux journalistes. Je ne suis ni spiritualiste ni croyant aux médiums. Dans les journaux de l'époque, Doran est décrit avec dédain comme un travailleur social, écrivain et médium. En réalité, Ruth était une femme d'environ 40 ans, écrivain et conférencière affectée et issue d'une famille éminente de Détroit. Lorsque les deux se sont rencontrés, Bradford a expliqué qu'il pensait qu'il n'y avait qu'une seule façon de prouver l'existence de l'au-delà, deux esprits bien en harmonie dont l'un doit se débarrasser de son manteau terrestre. C'est dit avec beaucoup de poésie. C'est vrai. C'est très beau. Le 5 février 1921, Bradford ferma la chambre qu'il louait, éteignit la veilleuse de son chauffage, alluma le gaz et resta allongé dans son lit à respirer les fumées jusqu'à sa mort. En tout cas, il meurt confortablement installé. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé une note dans la machine à écrire de Bradford qui disait « Et c'est à travers des faits scientifiques que je propose de démontrer clairement les phénomènes des esprits et de prouver que tous les phénomènes sont en dehors du domaine du surnaturel. » Ruth a été décrite dans la presse comme étant pleinement consciente des intentions de Bradford, mais dans des déclarations à la police, elle a déclaré qu'elle était protestante et que Bradford n'avait jamais précisé ses intentions. Elle déclare simplement qu'il voulait prouver que les esprits pouvaient communiquer avec les vivants. La déclaration de Doran a été essentielle pour aider la police à déclarer rapidement le suicide comme cause du décès. Doran a dit « Je suis son ami. S'il parvient à faire revenir son esprit sur Terre, je crois que son esprit viendra à moi en premier. » 3 jours plus tard,
Alors que Doran veillait pendant 2 semaines dans son salon en attendant un contact, une femme nommée Lulu Mack a affirmé avoir entendu l'esprit de Bradford l'appeler. Selon Mack, elle ne savait pas qui était Bradford, n'avait jamais entendu parler de son histoire, mais elle a découvert qu'il essayait de communiquer avec elle lorsqu'elle a rendu visite à son révérend médium. Pendant la séance, Mack a entendu une voix appelant « Thomas Bradford, Thomas Bradford ». La vie a fui le corps de Thomas Lynn Bradford, mais son esprit plane à proximité et nous appelle pour entendre son message, a déclaré Mack au journaliste. J'ai entendu l'appel de son esprit, cela m'appelle encore maintenant, mais je ne peux pas entendre le message qu'il enverrait car l'esprit est trop faible. Il a inhalé trop de gaz. Déjà à l'époque, tu avais ce phénomène des gens qui se disaient bah tiens, c'est le coup à la mode, tout le monde en parle, comment je pourrais m'immiscer dedans et faire en sorte de me faire de la pub. L'esprit de Bradford était faible, a déclaré Mack, parce qu'il s'était suicidé. Cela peut prendre un certain temps pour qu'il soit purgé et purifié et qu'il passe à la sphère suivante. Il sera peut-être assez fort pour communiquer une fois qu'il aura atteint la 2e ou la 3e altitude, a expliqué Mack. Une semaine après la naissance de Bradford dans la vie spirituelle le 12 février, Doran a déclaré qu'elle avait ressenti une étrange présence, qu'elle croyait être Bradford. Elle avait la vague idée qu'il la contacterait ce soir-là. Mais il n'était pas assez fort pour se manifester tout seul. Il avait besoin d'une antenne. Ou de vitamines. Les étudiants en psychologie de toute la ville ont convenu de se concentrer à 21h ce soir-là sur le professeur pour accélérer le retour de son esprit, ont rapporté les journaux. Comme s'il concentrait, il leur donnait la force. Il diffusait des ondes pour faciliter la communication. Des pasteurs spiritualistes de premier plan ont exhorté leur congrégation à rejoindre le parti de la concentration. Ce genre de processus, ça existe beaucoup en magie. Tu as des magiciens qui lancent des appels comme ça en disant si tout le monde fait ce rituel magique en même temps, ça va favoriser la mise en place de telle action, ça va nous permettre d'atteindre tel objectif. Il y avait par exemple le magicien Grant Morrison, qui est un auteur de comics au départ, mais qui est également magicien. Et à une époque, il écrivait un comics qui s'appelait Les Invisibles. Et il y avait une menace d'annulation de la série. Et dans le courrier des lecteurs, il a invité les lecteurs à tous pratiquer un rituel en même temps pour que la série ne soit pas annulée. Alors, est-ce qu'ils se sont prêtés au jeu? Est-ce que ça a eu une incidence? Nous ne pouvons rien affirmer, mais la série n'a pas été annulée et il a pu l'écrire jusqu'au bout. Comme quoi, se concentrer sur quelque chose ou faire un petit rituel, ça ne mange pas de pain. On peut toujours imaginer qu'il y a des ondes qui circulent, qu'on peut... De l'énergie positive. Oui, tout à fait. Qu'on peut communiquer, qu'on peut se transmettre, se partager. Et puis ça fait pas de mal dans la vie un peu d'ondes positives. C'est vrai. Et donc à 21h précise, heure fixée par la prémonition de Doran, elle et 3 témoins qui ne croyaient pas au spiritualisme se sont réunis dans son salon, faiblement éclairé ce soir-là. Question d'ambiance, bien sûr. Lorsqu'elle ressentit la sensation de la présence de Bradford, Doran porta ses mains à ses tempes. « Éteignez la lumière », ordonna-t-elle. La lampe fut éteinte. « J'entends sa voix », déclarait Doran. « C'est faible, mais cela devient plus distinct. C'est le professeur. » Elle ordonna ensuite « Écrivez ceci ». Par court intervalle, Doran dicta un message de Bradford. « Je suis le professeur qui vous parle depuis l'au-delà. J'ai brisé le voile. Le soutien des vivants m'a grandement aidé. » Tous les gens qui se sont concentrés donc. « Je me suis simplement endormi. Je me suis réveillé et au début, je n'ai pas réalisé que j'étais décédé. Je ne trouve aucun grand changement apparent. Je m'attendais à ce que les choses soient très différentes. Elles ne le sont pas. Les formes humaines sont conservées dans leurs grandes lignes, mais pas dans leur physique. Je n'ai pas voyagé loin, je suis encore beaucoup dans le noir, je vois beaucoup de monde, ils semblent normaux. Il y a ici une forme de légèreté très différente de ce qu'est la vie. On se sent plein de ravissement et de bonheur. Des personnes de même nature s'associent. Je suis associé à d'autres enquêteurs, je ne me repens pas de mon acte. La dimension où je me trouve n'est que la première d'une série. J'étudie toujours les plans futurs au sujet desquels nous, sur ce plan, sommes aussi ignorants que le sont les êtres vivants dans votre réalité.
Puis la voix de Bradford s'est affaiblie. La lumière s'est rallumée, il est parti. Êtes-vous certain, sans aucun doute, d'avoir eu des nouvelles de Bradford a demandé l'un des témoins à Doran. Je suis convaincu, a répondu Doran. Je n'ai jamais entendu de voix spirituelle auparavant. C'était sans aucun doute le professeur. Alors, indépendamment de ce qu'on peut penser de ce que rapporte Ruth Doran, est-ce que c'est vrai qu'elle a entendu la voix du professeur, est-ce qu'elle invente ou quoi? Ce qui est fascinant dans ce fait divers, puisque c'est un fait divers dont il s'agit, c'est qu'on a un homme qui est à ce point convaincu de l'existence d'une vie après la mort, qui met ça à l'épreuve. Il fait un séjour pour le prouver. Oui. Pour pouvoir potentiellement le prouver. Il faut avoir une conviction extraordinaire pour en arriver à ça. Et puis sa conviction, il l'utilise sur lui-même. Il ne va pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Il teste sur lui-même. Si on était dans un film d'horreur, il aurait kidnappé des gens pour les assassiner et essayer de voir s'ils pouvaient communiquer après la mort. Là, on est face à quelqu'un de convaincu, de sincère et a priori de bienveillant. Comme l'était Houdini, mais dans le sens contraire. Il était persuadé que ça n'existait pas et il prouve que, comme il ne communique pas, ça n'existe pas. Si ça se trouve, Houdini a trouvé un moyen de communiquer. Et pour ne pas reconnaître qu'il avait tort, il a La mauvaise foi. Oh, la mauvaise foi. La mauvaise foi, même dans l'au-delà. même quoi. dans l'au-delà, le mec qui Ah veut pas ouais. reconnaître qu'il a eu tort. Alors, Je n'ai Jamais je communiquerai Voilà. avec elle. jamais je C'est de la communiquerai fierté mal avec ma placée à ce femme. niveau-là. Or que lui, il est sympa, il Je communique suis avec... sûr qu'il y a des mecs qui sont avec la capables route. de ça. Ah oui. C'est des- Ah, moi je sais tout sur tout. Moi, j'y crois pas forcément, mais si je meurs, je reviendrai. J'essaierai en tout cas. Eh ben on te le souhaite. Juste pour vous embêter. Pour l'instant, dans ce qu'on a vu, le doute persiste. On n'a pas encore eu de grandes preuves que la médiumnité pouvait exister. Mais tout ça va changer, mes amis. Vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, avec le cas Edgar Venti. Alors, le cas Edgar Venti. Tout commence avec Henry Haberley Price, qui est né en 1899 en Écosse et qui est décédé le 26 novembre 1985. C'était un philosophe qui était reconnu pour ses études sur la perception et sur les méthodes de la pensée, la façon de réfléchir. Dans le livre Philosophical Interaction with Parapsychology, qui est une version condensée de plusieurs de ses écrits les plus importants, il fait référence au cas Edgar Venti, qui mérite qu'on l'étudie quand on s'intéresse aux médiums. D'autres auteurs se sont intéressés à ce cas puisque plusieurs livres en font mention. Death and Personal Survival, The Evidence for Life After Death, par Robert F. Almeder, ou encore Kathleen Gay dans un texte publié dans le Journal de la Société des Recherches Psychiques, publié en mars 1957. Le cas Edgar Venti a mis en opposition ceux qui croient en la médiumnité et la vie après la mort et les sceptiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un de ces rares cas qui amène même certains sceptiques à envisager des explications qui dépassent le simple contexte de la pensée rationnelle. Ça veut dire que, on va le voir un peu plus tard, mais les sceptiques ils arrivent à me dire non, 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 c'est pas la vie après la mort, mais c'est telle explication que je vous dis pas maintenant pour pas spoiler, mais une explication qui est pas très très rationnelle quand même. Donc les sceptiques, ils se sont bien fait avoir avec le cas Edgar Venti. L'affaire débute le 6 août 1933, alors que le jeune Edgar se noie. Ingénieur de formation, il vivait à Londres avec ses parents et ses frères. Ce jour-là, il était en promenade avec un ami, dont le pseudonyme dans les articles est Monsieur Jameson, et la sœur de ce dernier. Ils font étape sur un domaine appartenant à des proches, et comme le temps est chaud et lourd, ils envisagent de se baigner dans la piscine. Une piscine qui est pourtant pas très engageante, parce que l'eau paraît épaisse et sombre, au point qu'on ne voit pas le fond. Les jeunes gens se préparent à se baigner. Edgar n'a pas de maillot. Et la sœur de son ami Jameson lui dit « Ne vous inquiétez pas mon cher Edgar, je vais vous en chercher un. » Et elle revient avec un maillot pour homme. Donc il s'empresse de s'habiller. Et il se serait mis en maillot plus rapidement que les deux autres. Il s'élance dans la piscine. Jameson va le rejoindre. Et là, il le voit en train de flotter à la surface, le visage immergé dans l'eau. Donc sans hésiter, Jameson se jette à l'eau. Il essaie d'attraper Edgar. Il lui prend la main. Et il se retrouve à ne pas réussir à le ramener à la surface. Le corps glisse.
Il réussit pas à le retenir. Et plus étonnant encore, le corps de Edgar coule. Il se retrouve au fond de l'eau. Donc lui se dit je vais essayer de le chercher, mais l'eau est tellement sombre, tellement épaisse qu'il ne voit rien, il n'arrive pas à le retrouver. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler des secours qui arrivent au bout d'une heure à peu près. Des plongeurs se mettent en quête du corps d'Edgar, mais ils reviennent bredouille aussi. Donc ils se mettent à vider la piscine, ils la vident de moitié, et là, ils ne voient toujours pas le corps. Elle est vraiment extrêmement sombre cette piscine, donc ça interpelle tout de suite, parce qu'on se dit, si elle était dans cet état, si on n'y voyait rien, c'est étonnant que des jeunes gens comme ça... Pourquoi ils y sont allés? Pourquoi ils se sont jetés dedans, en particulier Edgar? Il a un esprit scientifique, ce jeune homme. Il voit cette piscine sombre, il ne la connaît pas, il n'y a jamais été, il se jette tête la première. Ça a de quoi interpeller. Oui. Non, parce qu'on n'irait pas dans une piscine sale quand même. Toute verte, c'est... Et puis on se dit qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur? Et on voit même pas le fond, alors elle devait être très 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 sale la piscine. A priori, ce serait pas tant qu'elle était sale, c'était que la matière qui a été utilisée pour le fond créait cet aspect un peu flou, un peu trouble, enfin même très trouble. Toujours est-il que parmi les professionnels, les secouristes qui sont venus pour aider le groupe, il y avait un médecin. Ce médecin, il remarque immédiatement des éraflures sous le menton et il note que la langue a été mordue. Il y a aussi des marques sur le côté gauche et sur l'épaule droite. Et surtout, les poumons contiennent moins d'eau que dans les cas habituels de noyade. Donc il en déduit qu'Edgar a dû glisser, qu'il s'est cogné la mâchoire, qu'il a perdu connaissance et qu'il est tombé dans l'eau et c'est comme ça qu'il s'est noyé. Sauf que Georges, un des frères d'Edgar, estime que les circonstances du décès, telles qu'elles sont reportées par les autorités locales, sont comme l'eau de la piscine, c'est-à-dire trop floues. Je suis un peu d'accord avec lui. Oui, Bah, clairement, oui. il y a pas mal d'éléments qui posent question. C'est perturbant quand même. Donc il décide de mener une enquête de son côté avec d'autres méthodes d'investigation. La famille sait qu'Edgar était un nageur peu compétent. Et puis comme on disait, on peut s'étonner qu'un garçon intelligent comme ça plonge tête la première dans une piscine où il n'y voit rien. Il y a suffisamment de doutes pour que la famille décide de mener sa propre enquête. Georges compte se mettre en lien avec plusieurs médiums, dans l'espoir de trouver des détails concordants entre les différents professionnels. Et son objectif, c'est de déterminer si des personnes sont impliquées dans la disparition de son frère, parce qu'il pense que l'implication des différents médiums qui ne se connaissent pas et qui ignorent qu'ils sont plusieurs à être sollicités, va mettre en lumière des éléments significatifs, voire des éléments concordants. Donc le frère a pris plusieurs médiums, il leur a posé et pour rentrer en contact avec son frère Avec l'esprit d'Edgar. pour savoir s'il est mort naturellement ou pas. C'est ça. En substance, c'est ça. Le philosophe Arthur Miller, qui s'est penché sur le cas en 1998, note que Georges était déjà membre de la Société pour les recherches psychiques. Dans l'idée de se mettre en relation avec des médiums, mais de ne pas biaiser leur intervention et de conserver son anonymat, Georges contacte un autre membre de la Société, Drayton Thomas, et lui demande de consulter les médiums à sa place, de faire office de proxy. Un proxy ne sait que peu de choses sur l'esprit qu'il doit demander à contacter. Il ne risque donc pas de trahir par inadvertance des informations sur le défunt qui favoriseraient la fraude. Parce que vraiment, ce qui est important pour la famille, c'est d'être sûr que les médiums ne sont pas en train de les mener en bateau. De les arnaquer. C'est ça. En l'occurrence, les seules informations qui sont fournies à Drayton Thomas, c'est on a besoin d'infos sur les circonstances de la mort d'un frère décédé récemment. Il lui donne pas le nom, pas le prénom, il lui donne pas la date de la mort ni les circonstances. Donc, ni le lieu, rien. Rien. Il lui donne juste cette phrase-là. L'essentiel. Ce qui fait que Drayton Thomas, qui n'a que ces informations-là, ne peut pas biaiser ce qui va être rapporté par les médiums. Il ne peut pas être confronté à des gens qui feraient preuve de télépathie, par exemple, ce qui était un peu une des craintes à l'époque. Thomas va rencontrer la médium Gladys Léonard. Pendant ce temps-là, les deux frères consultent chacun de leur côté plusieurs médiums en utilisant des faux noms et des fausses adresses. Au total, ce sont 5 médiums différents qui vont être rencontrés dans le cadre de près d'une douzaine de séances. Les médiums rencontrés étaient Frances Campbell, Gladys Léonard, Madame Mason, Miss Naomi Bacon et Madame Bertha Harris. Donc 5 médiums, 5 femmes, et il est vrai que la plupart du temps à l'époque, les médiums étaient des femmes.
peut-être pour une question de sensibilité. Peut-être. Chacune de ces médiums fait des affirmations troublantes qui n'auraient pas pu être connues par le grand public et dont certaines sont même vérifiées. Peu de temps avant sa mort, Edgar travaillait dans le plus grand secret au domicile d'un cousin pour que personne ne sache ce qu'il faisait sur un projet de machine destiné à écrire sur des plaques de façon précise pour faciliter le travail de la presse. Il était également ingénieur dans des domaines comme la téléphonie ou la radio. Ce projet secret, la lectroline, n'avait pas encore fait l'objet d'un brevet. Il n'y avait donc aucune publicité à ce sujet, et même son entourage ignorait de quoi il s'agissait. Or, l'une des médiums déclare « Il travaillait sur une machine, quelque chose qui fonctionnerait sans fil ou qui relèverait de la radio. Il appelle ça une transmission. Il y a une planche en bois, et il appuie sur quelque chose, et j'obtiens quelque chose qui roule vers l'avant, puis un clic, un clic, un clic, un clic. C'est la chose dont il essaye de me parler. Il n'essaye pas d'écrire quelque chose, mais il me montre beaucoup de lettres, A, B, C, D, etc. Et il les mélange un peu avec ses mains, puis il me montre une chose amusante comme une ligne fine, puis un bras se lève et projette environ une demi-douzaine de lettres. Peu de machines de l'époque pourraient correspondre à cette description, mais la lectroline utilisait effectivement une planche en bois et un système qu'on contrôlait via pression sur un bouton qui produisait bien un clic significatif. Donc c'est assez troublant. Ça correspond bien en tout cas au projet d'Edgar. Ça ressemble à la lectroline et encore une fois c'est un projet qui était secret pour lequel il n'y avait même pas de brevet. Donc ça n'a été pas paru dans la presse, il n'y avait pas internet, il s'en était vanté à personne, pas même à sa famille. Pas même à sa famille. C'est plus que troublant. Une autre ajoute, il me montre les lettres B, B, C. Et il se trouve qu'Edgar était passionné de radio, et avec Georges, tous les deux étaient actionnaires fondateurs de ce qui deviendra la BBC. Une autre médium estime que la personne s'est cognée la tête contre un plongeoir et a perdu connaissance sous l'eau. Donc elle arrive à déterminer la cause précise de la mort telle qu'elle a été envisagée par le médecin. Un accident. Elle arrive à comprendre les circonstances de l'accident. Alors elle parle de plongeoir. Il ne s'est pas cogné la tête à un plongeoir, mais il s'est cogné devant la piscine, il est tombé dans l'eau, il a perdu connaissance, il est mort comme ça. Donc elle est proche de la vérité. Il y en a une autre qui dit « Quelqu'un dont le nom commence par un H porte quelque chose qui appartient à votre frère. Il insiste sur le fait que H a quelque chose qui lui appartient. Donc Georges va mener son enquête. Et il découvre que son frère Harold est effectivement en possession du chapeau d'Edgar, qu'il a pris par inadvertance un jour ou deux après le décès de ce dernier. Alors, il ne comptait pas vraiment le porter, il a pris le chapeau et s'est rendu compte que c'était celui d'Edgar, il l'a laissé dans son bureau, et donc c'était bien lui qui était en possession du chapeau. Plus étonnant, une des médiums déclare « Il me montre un étui à cigarette métallique, ce qui est plutôt amusant dans la mesure où il ne fume pas. Il me dit que c'est dans sa chambre, il y a une commode près de la fenêtre. Dans un des tiroirs, vous trouverez ses affaires bien pliées, et c'est là que vous trouverez l'objet. Les deux frères savent qu'Edgar ne fumait pas, et ils se lancent à la recherche de l'étui. Ils vont voir l'endroit exact qui a été signalé par la médium, ils vont donc dans la chambre, ils trouvent la commode qui est au niveau de la fenêtre, ils ouvrent les tiroirs, et sous une pile de vêtements pliés, ils trouvent une petite boîte en aluminium qui contient du savon. Mais cette petite boîte, quand elle tient dans la main, elle ressemble à s'y méprendre à un étui à cigarette. Des affirmations communes sont données sur les circonstances de la mort. Toutes les médiums s'accordent à dire que l'esprit a été victime d'un coup à la tête avant de tomber. Donc elles sont 5, et elles sont 5 à dire il s'est cogné la tête, il est tombé. Toutes vont ajouter qu'Edgar n'était pas seul au moment de sa mort, mais qu'il ne veut pas qu'on porte le blâme sur ses compagnons, qu'il les considère comme totalement innocents, et qu'ils ont même essayé de l'aider. Ce qui colle assez avec la version de Jameson qui dit « je me suis jeté à l'eau, j'ai essayé de l'attraper, etc. » Et là, pareil, c'est pas une affaire qui est parue dans les journaux ou quoi que ce soit. Elles n'ont pas pu lire un article et dire « ah oui, ça doit être ce cas-là ». Elles n'ont Il pas n'y fait a de pas de recoupement. rapprochement sur l'affaire. Oui. Quoi. Et puis elles Elles n'avaient font pas de recoupement en tout cas. et elles n'avaient pas les noms. Elles n'avaient pas accès aux noms. Oui, elles ont eu que la consigne tout à l'heure qui était besoin d'informations sur les circonstances de la mort d'un frère décédé. C'est ça. tout ce qu'elles Et avaient. même comment tu veux qu'elle sache qu'il y a une personne dont le prénom commence par un H qui a récupéré. Enfin, C'est énorme. Oui, c'est et incroyable puis, cette histoire. Et de décrire la boîte à savon qui ressemble quand même à un étui à cigarette. Qui est dans la commode, Oui. sous les vêtements pliés. Et à côté cet de la endroit-là. fenêtre, c'est ça. quand même un peu troublant. Et le fait qu'elle ait pu dire « c'est
c'est amusant parce qu'il ne fumait pas. Oui. Ce qui est confirmé par les deux frères. Ce qui est confirmé exactement. Ils savaient par très les bien deux frères. qu'Edgar ne fumait pas. Oui. Donc il y avait cette histoire de coup à la tête qu'elles ont toutes vues, toutes les 5. Le fait qu'il y avait quelqu'un avec lui au moment de sa mort. Et surtout, elles vont toutes parler de la présence d'eau au moment de sa mort et vont jusqu'à dire qu'il y a un direct entre la présence de l'eau et sa mort. Elles sont fortes. On ne peut pas donner une liste exhaustive de tout ce que les médiums ont rapporté parce que ça prendrait vraiment trop de temps, qu'il y a vraiment trop de choses. Mais on peut faire les mêmes constats que les auteurs qu'on a cités un peu plus tôt qui se sont intéressés à la mort d'Edgar. Non seulement on retrouve des points communs dans toutes les séances, mais les points de divergence entre les différents médiums ne sont pas en opposition. Au contraire, ils construisent ensemble un large tableau de la situation. Les circonstances dans lesquelles les séances ont eu lieu, les précautions prises pour ne pas les biaiser, le manque d'intérêt des frères pour la gloire sont autant de facteurs qui laissent penser que les protagonistes sont sincères et qu'il n'y a pas d'intention de mystifier. Parce que les Il n'y a frères, pas d'argent derrière Non. à chercher, ils ne cherchent pas d'argent. il n'y a pas d'enjeu Ils ne vont pas financier faire un pour film personne. derrière. Les frères, ils n'essayent pas d'écrire un article, ils n'essayent pas qu'on parle d'eux ni quoi que ce soit, ils veulent juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les médiums, elles ne savent pas qu'elles sont plusieurs à être sollicitées. Elles connaissent pas la famille, elles n'ont aucune de ces informations. Donc là, et vraiment, on n'est pas dans un cas où on se dit il peut y avoir de l'escroquerie parce qu'on veut se faire de l'argent, parce qu'on veut se faire un nom. Il n'y a aucune de ces notions. Il y a tous les témoignages concordants, tous les éléments qu'elles ont pu voir qui sont proches de la réalité. Ça fait beaucoup d'éléments troublants. L'étude des arguments des sceptiques d'ailleurs nous montre que même eux reconnaissent le caractère troublant de cette affaire. Leur position, c'est de dire qu'il ne s'agirait pas de communication avec un esprit, mais d'une forme de télépathie, comme on le disait un peu plus tôt. Les sceptiques, ils te disent non, il n'y a pas de vie après la mort, mais la télépathie, ça existe. Même s'il y avait de la télépathie, il faut bien qu'une soit rentrée en contact avec l'esprit du défunt, parce que sinon elle n'aurait pas eu les éléments, elle n'aurait pas pu les transmettre aux 5 autres. Alors, eux, ils ont une réponse par rapport à ça. Ils disent que les médiums auraient... Trop fort. C'est ça, trop fort. Ils ont réponse à tout. Quand tu es sceptique, de toute façon, tu vas toujours trouver quelque chose qui permettra de justifier tes doutes. Oui, selon eux, le médium aurait fait preuve de clairvoyance et aurait saisi les pensées de leur interlocuteur. Alors, elles ne chercheraient pas à les tromper. C'est qu'elles auraient attrapé des infos qui viendraient de l'esprit des frères ou du proxy, et leur subconscient et leur façon de dramatiser les choses pour leur public les aurait amenés à créer ce discours. Bon, moi, personnellement, je suis sceptique des sceptiques. Je trouve que leur explication... Non, ça va trop, ils vont trop loin. Là. Ils vont trop loin. Les sceptiques, là. Les sceptiques, c'est pas convaincant. Du coup, on se croirait dans un épisode de Mentaliste là-dedans, tu vois. Oui, c'est non, presque ça. C'est pas très convaincant parce que là, du coup, elles auraient été télépathes, elles auraient vu le non-verbal, elles auraient saisi des trucs avec qu'une seule consigne où il y avait presque rien. Franchement, elles auraient été très très fortes, les 5 nanas, les 5 médiums. Donc non, moi je suis pas convaincu par les sceptiques là. Mais je trouve que leur position elle est intéressante parce que pour des sceptiques, ils sont prêts à accepter la réalité de la télépathie par contre. Les esprits non, mais la télépathie, oui. La télépathie, oui. Et ça c'est étonnant. Ouais. Sceptiques, mais pas tant que ça. Ben, ça les rassure. Ben, ça les rassure peut-être. Ça leur permet de ne pas aller dans le sens de ceux qui croient. Donc c'est l'esprit de contradiction en somme. Moi je suis sceptique, mais j'irai pas jusqu'à là quand même. Une fois que c'est vrai que le cas il est super troublant. C'est pas comme si la consigne était courte, brève, sans aucun élément de quelque ordre que ce soit, et elles arrivent quand même à trouver l'eau, la boîte à savon qui ressemble à une étui, le chapeau, le coup à la tête. Le coup à la tête. Qui serait la cause de la perte de connaissance. Et en plus, leur opposition, c'est pas tout à fait des oppositions, ça va dans le sens du drame qui s'est passé autour de la piscine. Donc, à un moment, il faut certes faut douter de tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas douter, mais quand il y a 5 personnes qui te racontent un peu la même chose, le doute n'est plus permis. Enfin, c'est pas qu'elles te racontent la même chose, c'est que tous leurs témoignages vont dans le même sens. Et ils se complètent. Et au fur et à mesure qu'elles apportent leur discours à la famille, tout s'imbrique et tout suit le truc. Donc
C'est vraiment... Oui, c'est C'est troublant, exactement hein. ce que C'est tu vraiment dis, c'est étrange. comme si c'était Très les pièces d'un troublant. puzzle et que Ouais, chacune tout allait s'imbrique. attraper quelques-unes des pièces et les avait. C'est Et ça. par l'intermédiaire des frères, les pièces ont été mises ensemble pour montrer ce portrait. Et là, encore une fois, elles disent la même chose toutes. Il y avait quelqu'un d'autre, c'était des amis, ils voulaient pas de mal à Edgar, et Edgar ne veut pas que ces gens-là soient inquiétés, soient soupçonnés. C'est ça. Il y a vraiment pas cette notion, Non. on veut profiter de quelqu'un. Oui, et puis il n'y a pas de médiatisation, il n'y a Non. pas de livre derrière ou de télé, de série, que sais-je, qui pourrait inventer. Et C'est d'ailleurs, vraiment même dans si- le but de savoir ce qui s'est Ouais. passé. Et même s'il y a eu quelques auteurs qui s'y sont intéressés, Mais c'est pas les frères. Puis ça n'a pas été trop publié non plus. C'est compliqué de trouver les écrits des auteurs. Ça a demandé pas mal de recherches d'ailleurs. Mais c'est la raison pour laquelle je voulais exposer ce cas, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, si vraiment il y a un cas qui permet de se poser la question, est-ce que la médiumnité c'est réel, est-ce qu'on peut y croire, ce cas-là, pour moi, il permet vraiment de se poser la question et de se dire, dans le cas de Edgar Vanti, il semblerait que les médiums aient démontré des dons réels. Ouais. Voilà, pour moi, c'est vraiment un des cas les plus probants, les plus convaincants. Et... En tout cas, il est très 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 intéressant. Ouais. J'aime beaucoup. C'est un peu comme le cas qu'on a vu sur les morts imminentes, les expériences de mort imminente De Pam Reynolds. de Pam Reynolds. C'est un peu ces cas-là qui me font basculer moi en tant que sceptique du côté croyant. Et on va puis dire. finalement, t'as pas besoin d'avoir 50 cas comme ça. Non, un suffit. Mais un qui présente des éléments comme ça, où il y a des sources et des sources multiples que tu peux croiser et qui te permettent de dire mais ces témoignages, c'est plusieurs personnes qui les rapportent, dans telles circonstances, on sait grosso modo comment l'enquête a été menée, comment les entretiens ont été menés. C'est ça qui fait qu'on peut y Oui, croire. c'est empirique ce qu'ils ont fait. Et c'est, Oui, enfin, c'est troublant. ils ont fait en sorte que les informations puissent pas se regrouper si facilement que ça non plus. Justement, ils ont fait en sorte qu'il y ait un... Les frères, oui. Les frères, oui, voilà, ils ont fait en sorte les relations entre les personnes se fassent pas pour qu'on puisse obtenir un verdict entre guillemets qui au final qui concorde, qui tient la route et ouais, vraiment. Et c'est là qu'ils se sont dit, les frères, mais c'est vrai, ce qu'on nous dit, c'est vrai. On a bien trouvé la boîte métallique, on a bien trouvé le chapeau. Le médecin a bien dit que Edgar s'est cogné la tête avant de tomber dans l'eau. Avec ses Et aimants, puis c'est voilà. précis, c'est dans la commode, à tel endroit, dans le tiroir, en dessous de linge plié. Oui, c'est C'est ça, vraiment, c'est très très précis parce la que localisation de la la boîte. séance, elle Précision a eu lieu chirurgicale. chez la médium, elle n'a pas eu lieu chez Edgar. Non Donc, plus. cette dame, elle n'a pas eu accès au logement, elle ne pouvait pas savoir comment il était fait. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce cas-là, il est très très troublant et il est vraiment... Enfin, moi je suis presque convaincu à 90%. Je me laisse 10% au cas où. 10% de doute. 10% de doute tout le temps. Ces 10% de doute, on aurait pu les lever parce que j'avais trouvé un autre cas qui est incroyable. Mais ce qu'il y a, c'est que l'épisode aurait été beaucoup trop long et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a tellement de choses à dire. On comptait faire un épisode sur C'est vrai. Medium. Et puis, en bossant le dossier, on s'est dit non, il faut qu'on en fasse au moins un de plus. Et puis après, on s'est dit on va même en faire 2 de plus. Donc, la semaine prochaine, sans trop en dire, on sera encore sur les médiums. Mais là, on va parler d'une médium en particulier, de sa vie, de sa biographie et de cas sur lesquels elle a travaillé qui sont époustouflants. Et dans l'épisode suivant, bon là on peut à la limite, non j'allais dire on peut l'annoncer, mais non il faut garder Non, il faut garder du suspense. Mais ce sera aussi en lien avec les médiums, donc ça nous fera 3 épisodes à la suite sur les médiums, mais qui sont très différents les uns des autres. Et moi, pour conclure, cher Léo et cher Damien, je voulais vous parler un peu de mythologie avec Cassandre, qui est la fille de Priam, roi de Troie, d'une beauté très saisissante, très très belle pour l'époque. Beaucoup d'hommes la convoitent, même Apollon, le dieu de la beauté, de la poésie, du soleil, en tombe amoureux. Afin de la séduire, il lui fait une promesse. Si elle se donne à lui, il lui offrira le don de divination. La jeune femme roule Apollon, car au moment de se donner à lui, elle lui offre uniquement un petit baiser. Apollon, alors très en colère,
lui crache dessus. Bah, il est dégoûtant Ouais, ce c'est mec. sympa. Et il lui crache plus spécifiquement dans la bouche et la maudit en ces termes. Bah, c'est pas très divin comme attitude. Tout ce que tu prédiras, Cassandre, ne sera jamais cru. Ses proches te fuiront et te prendront pour une folle. Elle prédit les pires malheurs, sa famille et la guerre de Troie. Mais comme lui a dit Apollon, personne ne la croit. Quand elle prédit, Cassandre est en transe. Elle finit enfermée par son père qui en a assez de ses prédictions catastrophiques. Elle devient l'esclave de Agamemnon. Il en tombe amoureux et sa première épouse apprend leur union et assassine Cassandre. Elle n'a pas eu une vie facile. Non. Et je me pose donc la question suivante pour conclure. Est-ce que le don de clairvoyance est un don de Dieu, mais est-ce aussi une malédiction ? C'était Monk qui disait ça dans les épisodes quand il devait résoudre les mystères. Oui. Il disait c'est un don et une malédiction. Donc voilà, c'est vrai que si tu as de tels pouvoirs de médiumnité ou de clairvoyance, ça doit pas être facile à gérer. Et surtout qu'on n'a pas trop abordé cet aspect, mais dans l'histoire, on a souvent vu des gens qui faisaient preuve comme ça de clairvoyance, qui se disaient En tout cas, qui se prophètes, disaient. médiums, et qui étaient condamnés comme étant des malades mentaux. C'est ça. On n'a pas fait le monde des médiums ce coup-ci dans le cinéma. Alors, on n'a pas consacré toute une partie, mais comme on a le fait donné d'habitude. Un petit peu des exemples, et ça me fait penser, j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais c'est de parler de la façon dont les médiums peuvent être pointés du doigt, dont on les accuse d'être des malades mentaux. Il y a un jeu qui est sorti en 2017 sur PlayStation 4 et Xbox One. Pas de pub. Pas de pub. Alors, on peut pas faire de pub si alors déjà on fait ce qu'on veut parce que c'est notre podcast et qu'on n'a pas de sponsor. Et d'autre C'est part, quand tu es dans une émission publique, tu ne peux pas cibler une publicité sur une marque en particulier, mais si tu parles de plusieurs, Tu en tu peux le cites faire. plusieurs, oui. Ah ah, Ah, bon, c'est un éclairage technique que je prends. avec plaisir. Et donc ce jeu, ça s'appelle Hellblade, Senua's Sacrifice. Et donc ça se passe dans une tribu picte. Ça commence avec la jeune Senua en question qui revient dans son village et qui se rend compte que tout le monde a été massacré, notamment son promis a été soumis à une torture, son corps écartelé, etc. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez glauque, Sympa. mais elle récupère la tête de son cher et tendre Oh bah. et elle décide de faire un voyage pour l'amener dans l'au-delà. Et Senua, pendant tout le jeu, c'est un jeu, les créateurs, les développeurs recommandent d'y jouer avec un casque. Et je vous le conseille aussi parce que on entend les mêmes choses qu'elle. On entend des voix qui viennent du côté droit, du côté gauche, de l'arrière. Elle a des visions. Et elle fait preuve de dons qui pourraient relever de la médiumnité, comme si le voile de l'au-delà, d'un autre pan de réalité, lui était ouvert et qu'elle avait accès à des informations qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Et dans ce cadre-là, on est amené à se poser la question tout au long du jeu, est-ce que vraiment elle a ces dons surnaturels? Est-ce qu'elle a cette sensibilité? Ou est-ce qu'elle est schizophrène? Et c'est un peu... Parce qu'on a souvent associé les médiums avec des charlatans, quand on en a parlé dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, on a présenté des cas où on peut les sœurs Fox, il peut y avoir une forme d'escroquerie, de charlatanisme peut-être. Dans le cas Elgar Venti, il semblerait qu'on ait eu affaire à des gens qui pouvaient manifester des dons réels. Et quid de la notion qu'il pourrait s'agir d'une forme de maladie mentale? Et est-ce que la maladie mentale serait uniquement un trouble ou est-ce que ce serait quelque chose qui donnerait accès à certains dons, de la même manière que les personnes qui sont sur le spectre d'Asperger, qui donc ont une forme d'autisme, ont souvent, pour contrebalancer les difficultés, certains dons, certains avantages, certaines facilités, peut-être pour compter, pour retenir des choses, etc. Donc est-ce que ce qu'on considère comme un trouble, comme une forme de maladie, est uniquement à percevoir sous le versant négatif, ou est-ce que c'est à observer avec plus de recul et plus dans sa globalité, et se dire qu'il y a le don, le contre-don finalement? C'est très intéressant. C'est vrai.
Et c'est sur cette conclusion que nous allons laisser nos auditeurs. Ça vous laissera de quoi réfléchir et peut-être des commentaires à nous faire, nous apporter des réponses ou à minima vos réflexions. On les accueille toujours avec grand plaisir sur la page du podcast, mais également sur la page Instagram et sur la page Facebook auquel vous avez accès. En attendant, on remercie Damien de sa présence. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très intéressant. Eh ben, on est content que ça t'ait plu. Tu seras peut-être sollicité à l'avenir pour d'autres épisodes, peut-être même des épisodes spéciaux, on verra. Avec grand plaisir. On a déjà une idée d'un épisode spécial, on peut juste dire ça, qui devrait vous ravir. Qui sera très différent de la formule actuelle. C'est pour ça qu'il est spécial. Plutôt vers le printemps, nous pensons. Oui, ce sera après la fin de la saison 1, hein. Ce sera un hors-série. Tout à fait. En attendant, on vous remercie de vous être attablés à notre buffet froid. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.